243 d'Aloha Airlines décolle de la grande île d'Hawaï pour Honolulu. À 7300 mètres d'altitude, l'avion atteint sa vitesse de croisière. C'est alors que le contrôle aérien de Maui reçoit un signal de détresse. Tour de Maui, Aloha 243. Descendons à 13 000. Nous avons perdu toute pressurisation. Déclarons l'état d'urgence. Demandons assistance. Nous n'avons pas de contact avec les PNC. Nous aurons besoin d'ambulance pour les passagers. Vous allez avoir besoin d'une ambulance, correct? Affirmatif. Quel est le nombre de blessés? Aucune idée. Nous n'avons pas de contact avec les PNC. Entendu. Les ambulances sont en chemin. L'aéroport de Kahului à Maui se prépare au pire. Mais ce qu'il s'apprête à voir, personne ne peut s'y attendre. Près d'un tiers du Boeing 737 s'est déchiré en plein vol. Un cinéaste amateur se trouvait à l'aéroport de Maui lors de l'atterrissage. Près de l'aéroport de Maui à Hawaï, le vol 243 d'Aloha Airlines vient de traverser un véritable cauchemar à 7 km d'altitude. Une section de 5 mètres du fuselage s'est brusquement déchirée. Les passagers se sont retrouvés dans des vents soufflant à 160 km/h. Je n'ose même pas imaginer ce que ça devait être que d'être assis près du hublot dans cet avion sans toit. Ça a dû être terrible. Tout ce qui n'était pas attaché a été aspiré par le trou. Les bagages, les livres, tout. Si un compartiment bagage s'ouvrait, tout son contenu disparaissait. Des 95 personnes à bord, une seule est tuée. L'hôtesse Clarabelle Lansing a disparu quand le fuselage s'est déchiré. Elle a été aspirée par le trou. On le sait parce que nous avons retrouvé des bouts de peau et du sang sur les rebords du trou. Le commandant de bord, Robert Schumsteimer, et la copilote, Madeleine Tompkins, sont salués en héros. Ils avaient un appareil mal en point et ils se trouvaient au-dessus de l'océan. Tout dans cette histoire relève du pire des scénarios possibles et ils ont pourtant réussi à atterrir. C'est une véritable prouesse aérienne et je crois que personne dans le milieu de l'aviation n'a pensé que c'était possible. Barry Trotter est chargé de l'enquête. Nous devions découvrir pourquoi le toit s'était arraché. Il y avait des centaines de 737 en service. Et il était impératif de savoir quelles étaient les causes de cet accident. Il commence par une étude approfondie de l'appareil. Le Boeing 737-200 a 19 ans et va bientôt être mis hors service. Les enquêteurs s'aperçoivent qu'il a effectué plus de 89 000 cycles, ce qui fait de lui le deuxième avion le plus utilisé dans le monde. À chaque pressurisation et dépressurisation de la cabine, le fuselage d'un avion s'étire et se contracte. Sans maintenance, des fissures peuvent apparaître, provoquant ainsi la fatigue du métal. Pour les enquêteurs, si la fatigue semble être une des causes, la corrosion en est une autre. L'appareil en effet volait toujours au-dessus de la mer, et le sel corrode le métal. Nous avons trouvé de nombreuses fissures le long des rivets. Nous avons aussi remarqué que les zones attaquées par la corrosion avaient été poncées au papier de verre, puis repeintes avec la même couleur. Selon le NTSB, le personnel au sol aurait dû réparer la corrosion. Mais l'ampleur des fissures laisse supposer que le problème est bien plus grave qu'il n'y paraît. En laboratoire, ils découvrent un autre facteur impliquant directement une erreur dans la conception de l'appareil, au niveau de ce qu'on appelle l'assemblage à recouvrement. L'assemblage à recouvrement, c'est quand un gros morceau d'aluminium du fuselage chevauche un autre morceau. Le tout est retenu par de l'époxy dans le canevas et par ses rivets. Boeing avait connaissance d'un défaut dans l'époxy utilisé pour l'assemblage à recouvrement et en avait informé les compagnies 6 mois avant l'incident du vol 293 d'Aloha. Le NTSB découvre alors que cette dernière n'a pas tenu compte des recommandations du constructeur. Voilà pourquoi l'assemblage n'avait pas tenu. On voit très bien où l'époxy s'est désolidarisé, ce qui fait que le canevas était séparé du revêtement sous-jacent. Une fois que l'adhésif de l'assemblage à recouvrement ne fonctionne plus, la charge sur les rivets s'accroît. Le métal environnant est donc soumis à beaucoup plus de contraintes, ce qui conduit à l'apparition de fissures et à la fatigue du métal. Cette contrainte était accrue par la construction même de l'appareil.
effet, les rivets avaient tous été frésurés et la tête de chaque rivet était encastrée dans le revêtement externe. Sous la surface, les trous chanfreinés avaient les bords aiguisés, propices aux craquures. Certaines fissures étaient visibles, d'autres non. À mesure des différents vols, les fissures se sont propagées jusqu'à se rencontrer. Chaque fissure s'agrandit et finit par en rencontrer une autre, qui en rencontre une autre, et ainsi de suite. Et donc, au lieu d'avoir une fissure de 6 mm, ça prend une ampleur disproportionnée. Mis bout à bout, ces 6 mm finissent par faire plusieurs centimètres de long. Un millier de fissures avait causé l'incident du vol 243 d'Aloha Airlines. Ce phénomène terrifiant s'appelle DMS, ou dommage multisite. Une vague d'inspection révèle que de nombreux appareils souffrent de DMS. Je me souviens qu'un journaliste avait dit que l'industrie venait de se prendre une bonne claque dans la figure. Mais pour moi, c'était bien plus que ça. C'était un vrai coup de poing dans l'estomac, parce que nous étions conscients de différents problèmes individuels sans avoir jamais pu les comprendre de façon globale. L'administration de l'aviation civile américaine demande alors à toutes les compagnies de renforcer leurs inspections. Elle met également en place un programme concernant le vieillissement des appareils pour trouver la meilleure façon de détecter des fissures dues à la fatigue. Le défi est alors de pouvoir détecter le défaut invisible sans avoir à désosser l'avion. Jusque-là, pour détecter les fissures, les compagnies utilisaient un test électromagnétique appelé contrôle par courant de Foucault. Ce test était très lent parce que chaque rivet devait être analysé séparément. Pire, le test ne faisait pas toujours la différence entre un détail de construction et une fissure. Mais une solution était déjà en cours d'élaboration. Une machine conçue pour les chaînes de montage servait à détecter les fissures dans des composites en fibre de carbone. Après l'accident d'Aloha, les ingénieurs s'emploient à modifier la machine pour qu'elle puisse détecter les fissures dans le métal et qu'elle soit utilisable sur des avions déjà en service. Il faudra 7 ans de recherche et de développement pour arriver à la solution. Voici le scanner mobile automatisé capable de scanner 25 cm d'un revêtement d'avion en 1 minute avec une précision inouïe. Grâce à ces 4 systèmes de scanner, il peut détecter les fissures dues à la fatigue, la corrosion et les défauts de liaison avant qu'ils ne soient trop importants et potentiellement dangereux. Ça ressemble beaucoup au rayon X à l'hôpital ou à une échographie. On préfère savoir ce qui se passe dans son corps ou sur l'avion, en l'occurrence, sans lui faire le moindre dégât. En plus de détecter le défaut, le scanner va le surveiller. Nous gardons une trace de l'analyse dans un dossier qui pourra être utilisé comme référence ultérieure. Si nous suivons une structure, plutôt que de l'analyser ou la réparer pour la première fois, cela nous permet d'avoir un historique auquel nous pouvons nous référer pour prendre une décision quant à une date de réparation à effectuer. Nos outils, nos méthodes d'inspection et même le processus dans son ensemble ont subi des changements significatifs à la suite de l'accident du vol d'Aloha Airlines. Aujourd'hui, le scanner mobile automatisé est une des nombreuses machines utilisées pour inspecter un avion dans le but de garantir que l'accident du vol 243 d'Aloha Airlines reste unique en son genre. En cette journée du 17 juillet 1996, il fait une chaleur torride à l'aéroport de JFK à New York. À bord du vol 800 de la TWA, 212 passagers se réjouissent de partir pour Paris. Mais une valise mal acheminée retarde le départ. Le 747 patiente 4 longues heures sur le tarmac avant de pouvoir finalement décoller à 20h20. Quelques minutes plus tard, plusieurs pilotes contactent le contrôle aérien pour donner une terrible nouvelle. On vient de voir une explosion à 5507. Vérifiez notre position. Venons de voir ce qui ressemble à une explosion à 8-9 km. On vient de voir une explosion juste devant nous, à 16 000 pieds. L'avion vient de tomber. La tragédie est visible sur toute la côte de Long Island.
que vous voyez dans l'eau, c'est ce qui reste du vol de la TWA en partance pour Paris depuis l'aéroport de JFK. C'est l'épave de l'avion en feu. J'ai allumé la télé, c'était vraiment horrible. Les flammes couraient sur l'océan. J'ai rapidement su que c'était un 747. Et j'ai tout de suite compris que nous avions des centaines de morts sur les bras. Je ne me réjouissais vraiment pas du travail qui m'attendait. Bob Benson et une équipe du NTSB sont dépêchés sur les lieux. Les hypothèses vont bon train. Certains disaient que l'avion avait été frappé par la foudre ou par une météorite. D'autres pensaient que c'était un téléphone portable à bord de l'appareil qui avait causé l'explosion. Nous avons dû éliminer beaucoup de suppositions pour calmer les esprits. Les 230 personnes à bord périssent dans l'accident. Heureusement pour les enquêteurs, l'épave ne se trouve qu'à 30 mètres de profondeur. Les enregistreurs de vol sont facilement localisés. Ils sont remontés 7 jours plus tard et les enquêteurs espèrent en apprendre beaucoup. J'étais à l'hôtel, il devait être 20h quand j'ai reçu l'appel. Je m'attendais à ce qu'on me dise que les boîtes noires étaient endommagées et méconnaissables, mais ce n'était pas le cas. Elles étaient presque intactes, c'était une excellente nouvelle. Mais les enregistreurs indiquent un vol tout à fait normal jusqu'à 4000 mètres où les bandes s'arrêtent brutalement. Quand je me suis rendu compte que les boîtes noires n'allaient pas être d'un grand secours, je savais que nous allions en avoir pour un moment. Il faudra des mois de travail minutieux pour que les enquêteurs puissent faire toute la lumière sur le crash mystérieux du vol 800 de la TWA. Quand le vol 800 de la TWA explose en plein ciel quelques minutes après son décollage de l'aéroport de JFK à New York, les enquêteurs espèrent que les enregistreurs de vol les aideront à expliquer la catastrophe. Mais les boîtes noires ne donnent rien. La seule solution pour percer le mystère est alors de récupérer l'épave de l'appareil dont les morceaux sont éparpillés sur des kilomètres au fond de la mer. Semaine après semaine, les sauveteurs remontent des milliers de morceaux du Boeing 747. Nous avons retrouvé 95% de l'appareil, ce qui est assez remarquable pour l'époque. Il était crucial de remonter le moindre petit bout à la surface. Un hangar de Long Island abrite un puzzle d'1 million de pièces. Les enquêteurs assemblent progressivement le fuselage. Une fois que vous avez l'objet en 3 dimensions devant vous, vous pouvez dire ce qui a posé problème, puis ce qui s'est passé l'instant d'après, et ainsi de suite. On finit par avoir la séquence de destruction de l'appareil. Après 4 mois de reconstruction minutieuse, une première hypothèse commence à se dessiner. Jim Wiley est expert en métallurgie au NTSB. Nous avons pu observer le dessin de fracture de toutes ces pièces jusqu'à l'avant du longeron avant d'aile. Nous nous sommes aperçus que l'avant du réservoir a été poussé jusque dans l'arrière du longeron avant. Nous en avons conclu que l'appareil s'est fracturé à cet endroit, c'est-à-dire dans la section centrale du réservoir d'aile. Les enquêteurs se remémorent alors un accident similaire survenu quelques années plus tôt. La section centrale du réservoir d'aile avait explosé alors que ce 737 attendait sur le tarmac à Manille. Comment expliquer cette explosion alors même que le carburant utilisé dans l'aviation est conçu pour être moins inflammable que le pétrole? D'autant que les investigations avaient montré que les réservoirs incriminés de ces 2 avions étaient presque vides. Voler avec un réservoir vide n'a rien d'inhabituel. Un 747 transporte près de 200 000 litres de carburant, soit 2 fois plus que nécessaire pour traverser l'Atlantique. Un réservoir vide est rempli d'air, qui lui contient de l'oxygène. N'importe quel carburant chauffé dans un réservoir se transforme en vapeur. Mélanger de la vapeur de carburant avec de l'oxygène revient à favoriser une explosion. Tandis que l'avion attendait sur la piste, quelque chose avait dû chauffer les réservoirs. Sous la section centrale d'aile se trouvent des centrales de conditionnement d'air qui fonctionnent grâce à l'air de prélèvement depuis les réacteurs et assurent l'approvisionnement en air des passagers. Ces centrales génèrent également beaucoup de chaleur qui remonte dans la section centrale du réservoir d'aile, qui augmente l'inflammabilité des vapeurs air-carburant à l'intérieur même du réservoir.
Les enquêteurs font alors un test pour déterminer si l'explosion d'un réservoir peut conduire un avion à s'écraser. Le résultat est sans appel. La question est alors de savoir ce qui peut déclencher l'explosion. J'en arrivais toujours au même point. Un point que je ne pouvais plus ignorer. L'explosion était sûrement d'origine électrique. Bob Swaim examine des kilomètres de câblage électrique, centimètre par centimètre. L'isolation avait des défauts et le cuivre était exposé, ce qui pouvait provoquer des courts-circuits. Nous sommes vite arrivés à la conclusion que le réseau électrique de cet avion n'était vraiment pas en bon état. C'est la dernière pièce du puzzle. Les fils conduisant au capteur de niveau de carburant à l'intérieur du réservoir central de l'aile étaient abîmés. Quand le cuivre est à nu, tout élément conducteur peut créer un pont entre deux fils. Ce serait comme mettre une bougie d'allumage dans une atmosphère hautement inflammable et créer des étincelles à répétition. Mais des milliers d'avions volent avec des réservoirs vides chaque jour. Il faut que cela puisse se faire sans danger. Les chercheurs doivent donc trouver le moyen de rendre des réservoirs presque vides, hermétiques à toute explosion. Une solution est de réduire la quantité d'oxygène. C'est ce qu'on appelle l'inertage. L'oxygène qui se trouve dans un espace clos est remplacé par un gaz inerte. Mais les systèmes d'inertage de l'époque étaient imposants et coûteux. Les scientifiques du Tech Center de la FAA à Atlantic City se voient alors confrontés à une tâche difficile. Développer un système d'inertage léger et peu coûteux pour les réservoirs des avions de ligne. Cette mission était un véritable défi. On nous a demandé quelque chose de totalement inédit. Après 4 années de recherche, Gus Sarkos et son équipe élaborent une solution. Le cœur du système d'inertage d'un réservoir repose sur les modules de séparation d'air. Chacun de ces modules contient des centaines de milliers de fibres creuses. L'air va passer à l'intérieur de ces petites fibres qui vont séparer l'oxygène et l'azote contenu dans l'air. Les membranes des fibres creuses sont alimentées en air pressurisé provenant des réacteurs. L'air comprend 20% d'oxygène et 80% d'azote. Les molécules d'oxygène sont trop grosses pour passer dans les membranes. Seules les petites molécules inertes d'azote le peuvent. Elles sont poussées le long de la membrane, puis jusque dans un réservoir vide. Aucune étincelle n'est alors possible. En 2006, 10 ans après la tragédie de la TWA, les systèmes d'inertage sont obligatoires sur tous les nouveaux appareils. Boeing les installe également sur tous les anciens 737 et 747 en service. Le 20 décembre 1995, le vol 965 d'American Airlines quitte Miami pour Cali, en Colombie. Les 163 passagers sont pour la plupart en vacances. À 21h41, le contrôle aérien de Cali perd tout contact avec l'appareil. À l'aéroport de Cali, les familles attendent des nouvelles dans l'angoisse. Le lendemain, le 757 est retrouvé dans les montagnes à l'est de Cali, à 16 km de sa route normale. Il n'y a que 4 survivants. J'ai perdu ma femme et mon fils. Je crois que c'est un miracle que je puisse faire cette interview. L'enquêteur Steve Corey arrive en Colombie le lendemain. Le crash avait eu lieu sur une pente très escarpée recouverte d'arbres et de végétation dense. Il avait aussi beaucoup plu. La collecte des débris et des corps allait s'avérer une tâche très difficile au vu de toutes ces conditions. L'équipe de Steve Corey parvient à localiser les boîtes noires et découvre pourquoi l'équipage s'est éloigné de l'itinéraire prévu. À 21h26, le vol 965 d'American Airlines demande une autorisation d'atterrir. Des malentendus lors de la communication avec le contrôle aérien
conduisent à l'entrée de données erronées dans le système de gestion de vol. À 21h37, l'avion se détourne de Cali dans un large demi-cercle pour se diriger vers l'est en direction des montagnes. À 21h41, l'équipage s'aperçoit qu'il n'est pas sur la bonne trajectoire. Quelques secondes plus tard, l'avion percute les montagnes. Ce genre de crash est classifié sous le sigle anglais CFIT, qui signifie qu'une collision a eu lieu alors même que l'équipage avait le contrôle de l'appareil. L'enquête détermine rapidement que l'accident n'est pas dû à un défaut de structure. Cet avion était en parfait état, et pourtant il s'est écrasé. Un avion en parfait état s'écrase. Le vol 965 est la dernière victime d'un accident de type CFIT. Dans les années 60, les vols commerciaux ont augmenté, tout comme les accidents de type collision avec le sol en vol contrôlé. La plupart étaient causés par des pilotes désorientés qui souffraient d'une mauvaise visibilité. À l'époque, ils n'avaient aucun système pour les avertir qu'ils étaient sur le point de s'écraser. L'ingénieur électricien Don Bateman s'est attaqué au problème. Cela fait 40 ans qu'il travaille pour rendre le transport aérien plus sûr. Et ce depuis qu'un accident du type CFIT l'a touché de près. Je me suis toujours personnellement impliqué parce que quelques-uns de mes collègues chez Boeing s'étaient écrasés sur une montagne. Don Bateman est parti de la technologie développée pendant la Seconde Guerre mondiale. Le radar altimètre donnait une information cruciale aux pilotes, l'altitude. Cela a sauvé de nombreux équipages de bombardiers lors d'atterrissages de nuit, souvent par mauvais temps. En 1970, Don Bateman avait produit le premier système avertisseur de proximité du sol, connu sous l'acronyme anglais GPWS. Ce système mesure constamment l'altitude et entre les données dans l'ordinateur, qui va alors comparer l'altitude de l'avion avec sa vitesse et son taux de descente. Si l'avion descend trop vite ou que la topographie du terrain change brusquement, un avertisseur sonore retentit. En 1974, la FAA avait rendu ce système obligatoire sur tous les gros porteurs. Le résultat est qu'il y a eu une énorme chute des accidents de ce type. En 1995, cela faisait des années que tous les avions américains volaient avec le GPWS. Et pourtant, le vol 965 n'a pas échappé à la catastrophe. L'équipage a bel et bien été averti par une alerte sonore du GPWS 15 secondes avant, je crois. L'équipage a réagi correctement en tirant l'avion vers le haut. Ils ont mis les gaz à pleine puissance pour faire remonter l'avion. Ça n'a pas suffi, il n'y a pas eu assez d'alerte. 30 mètres de plus auraient pu les sauver. L'accident révèle un manque dans l'avertisseur de proximité du sol. Le GPWS ne détecte le sol qu'à la verticale et pas ce qui se trouve devant l'appareil. Si le terrain s'élève brusquement, le système est incapable de prévenir le pilote à temps. L'inventeur du système avait passé des années à chercher comment pallier ce problème. Mais pour pouvoir lire le paysage à l'horizontale, il fallait des cartes topographiques détaillées. Don Bateman ne pensait pas qu'il en existait, jusqu'au jour où... Les soviétiques établissaient des cartes topographiques depuis 1923. Ils ont même continué pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils collectaient des données du monde entier et à la fin de la guerre froide, ils se sont mis à vendre toutes ces informations. Cela m'ouvrait des perspectives que jamais je n'avais imaginées. Du coup, j'ai persuadé mon entreprise d'acheter le plus de données possible. En plus des données topographiques, Don Bateman avait la technologie qui pouvait donner la position précise d'un avion. Cette technologie était également née pendant la guerre froide. En 1983, le vol 007 de Korean Airlines s'était trompé de trajectoire en entrant dans l'espace aérien soviétique. Il avait été abattu et 269 personnes avaient trouvé la mort. Cet incident avait persuadé le président américain Ronald Reagan de déclassifier un système militaire d'aide à la navigation, le Global Positioning System ou GPS. Don Bateman avait désormais tout ce dont il avait besoin. Le dispositif plus évolué appelé Enhanced GPWS utilise toujours un radar altimètre pour détecter le sol à la verticale de l'avion. Mais un système GPS embarqué se sert des satellites pour suivre à la trace la position de l'appareil.
La combinaison de l'altitude et de la topographie permet au pilote de voir devant lui et l'avertit à l'approche d'un danger. Voici le système en action dans le ciel de l'Arizona. L'écran montre le terrain environnant. Le rouge représente un terrain situé plus haut que l'appareil. En cas de mauvaise visibilité, il se peut que le pilote ignore qu'il risque d'entrer en collision avec une montagne. Dans ce cas, l'information à l'écran lui sert d'avertissement. S'il l'ignore, c'est alors que retentit Terrain ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Vire à droite. Don Bateman améliorait ce système quand est survenue la tragédie du vol 965. Quand la catastrophe de Cali a eu lieu, tout le monde s'est intéressé au système. Plutôt que 15 secondes, on pouvait lancer une alerte au moins 1 minute avant. 1 minute, c'est long pour un avion. Tous les avions enregistrés aux États-Unis transportant au moins 6 personnes doivent être équipés d'un EGPWS. Il n'y a pas eu un seul accident de type CFIT depuis la mise en place de cette technologie. C'est un système génial. C'est une technologie efficace et 95% des avions de ligne aujourd'hui en sont équipés. À l'heure actuelle, les chercheurs sont en train de mettre au point la nouvelle génération de EGPWS qui offrira une vue topographique en 3D, quelle que soit l'heure ou la météo. Les pilotes n'auront même plus à regarder par la vitre. À l'aéroport Charles de Gaulle, le 25 juillet 2000, un Concorde d'Air France se prépare à s'envoler pour New York. L'avion le plus rapide du monde est un bijou de technologie et peut se vanter de n'avoir connu aucun accident. Ce jour-là, 100 touristes allemands partent en vacances. Mais l'impensable survient. Le passager d'un camion filme le décollage du supersonique. Quelques secondes plus tard, le vol 4590 s'écrase. Les enquêteurs cherchent à comprendre comment l'avion a pu prendre feu de manière si soudaine. Quand le vol 4590 d'Air France s'écrase au décollage, les 100 passagers et les 9 membres d'équipage sont tués. L'accident fait également 4 victimes au sol. Tout le monde était sous le choc. Personne ne voulait croire que le Concorde pouvait être impliqué dans une telle tragédie. Les enquêteurs français et britanniques se mettent immédiatement à chercher la cause de la catastrophe. L'avion avait en grande partie été détruit dans les flammes, mais les boîtes noires sont retrouvées et révèlent l'enchaînement des faits. Le feu s'est déclaré juste avant que l'appareil ne décolle de la piste. L'équipage éteint un des moteurs, pensant qu'il est en feu. Mais il lui est impossible de rentrer le train d'atterrissage. Et quand un second moteur prend feu, il perd le contrôle de l'appareil. 72 secondes après le décollage, le Concorde s'écrase. Si le feu est bien responsable de l'accident, qu'est-ce qui a bien pu le déclencher ? Les enquêteurs s'appuient sur des photos prises par des témoins. On voit clairement que les flammes provenaient de la zone autour du compartiment du train d'atterrissage. Elles provenaient sans doute également des moteurs eux-mêmes. Mais il s'agissait bien plus que d'un simple feu de moteur. Les enquêteurs identifient la source de l'incendie, une fuite d'un réservoir à proximité du train d'atterrissage. Reste encore à savoir ce qui a causé cette fuite. Parmi les débris de l'avion, 2 morceaux d'un pneumatique sont retrouvés, chacun pesant environ 4 kilos. Tout porte à croire à un éclatement. Les 2 morceaux de pneumatique retrouvés s'accordaient parfaitement ensemble. C'était comme si le pneu avait été sectionné de part en part. Un autre indice vient étayer cette théorie.
La coupure dans le pneumatique correspond à une lamelle métallique qui était tombée de l'avion qui avait précédé le Concorde au décollage. Le morceau métallique en question semble avoir causé l'éclatement du pneu. Il s'agit d'une lamelle en titane d'environ 30 cm de long et 2,5 cm de large. Vu qu'elle avait la forme d'un L, elle n'a pas été aplatie par le pneu, mais elle l'a fait éclater. Comment l'éclatement d'un pneu peut-il conduire à un tel accident? Les enquêteurs découvrent un troisième indice. Une petite partie d'un réservoir. Grâce à ces trois indices, ils réussissent à reconstruire ce qui s'est passé. Quand le pneu a éclaté, un gros morceau de gomme s'est détaché et est venu frapper le câblage électrique des ventilateurs de disques de frein. Un autre gros morceau de gomme d'environ 4,5 kg est venu percuter cet endroit-là, près du réservoir numéro 5, provoquant une fuite de carburant. Le carburant a coulé et est entré en contact avec l'arc électrique et a provoqué le départ du feu. Le tout est maintenant de s'assurer qu'une telle chose ne puisse plus jamais se reproduire. Les concepteurs du Concorde développent alors un projet de renforcement des réservoirs en utilisant du Kevlar, une des fibres synthétiques les plus résistantes. Elle est entre autres utilisée dans la fabrication des gilets pare-balles. Le Kevlar est 5 fois plus résistant que l'acier. Un revêtement en Kevlar est installé à l'intérieur des réservoirs. Si le réservoir est perforé, le revêtement en Kevlar bouchera le trou, réduisant ainsi de 95% toute fuite de carburant. La deuxième étape est d'avoir des pneus plus résistants. Les pneus d'un avion sont très particuliers. Ils doivent pouvoir supporter 185 tonnes à des vitesses dépassant les 400 km/h. À cette vitesse, les pneus du Concorde se tendent comme un élastique. S'ils sont coupés, le morceau de gomme sera projeté à une vitesse vertigineuse. Le défi était vraiment de taille, parce que le fabricant de l'époque ne pensait pas pouvoir élaborer un pneumatique plus résistant et plus sûr. Un autre fabricant offre une solution révolutionnaire, le pneu Near Zero Growth, qui, comme son nom l'indique, a un grandissement quasiment nul. L'intérieur du pneu NZG a une conception radiale plus résistante. Il est également renforcé par 5 bandes dont la composition est tenue secrète. Le pneumatique ne s'étire pas à vitesse élevée, ce qui le rend moins propice à des éclatements. C'est beaucoup plus simple de couper un élastique tendu plutôt qu'au repos. C'est cette technologie qu'ils ont obtenue avec le pneu Near Zero Growth. Le pneu est aussi renforcé par une couche anti-coupure à base de Kevlar. Des tests montrent son extrême solidité. Le pneu tourne 27 fois par seconde. C'est la lame qui se brise et non le pneu qui éclate. En plus de résister aux coupures, le pneu NZG ne se disloque pas. Nous étions vraiment ravis à l'époque. C'était une très belle surprise, un vrai cadeau de Noël. Le 6 novembre 2001 marque la fin des vols commerciaux du Concorde. Le Concorde n'est plus en service, mais les pneumatiques NZG volent toujours. Ils sont désormais standards sur tous les avions. Aujourd'hui, des décennies d'innovation protègent les passagers contre le vent, le feu, la fatigue du métal et les éclatements de pneus. Alors que le transport aérien réduit constamment les distances, des scientifiques continuent de développer de nouvelles technologies pour rendre le ciel encore plus sûr. Un incendie qu'on ne voit pas. Une collision sortie de nulle part. Un siège qui peut tuer. Des scientifiques se penchent sur les mystères des plus gros crashs d'avions et cherchent des solutions pour que voyager dans les airs soit plus sûr. C'est l'enfer.
25 janvier 1990, l'aéroport new-yorkais JFK est plongé dans le brouillard et les avions sont nombreux à patienter dans l'espace aérien. La tour de contrôle guide le vol Avianca 052 dans son approche finale. Mais à 150 mètres d'altitude, le pilote rencontre des turbulences et annule l'atterrissage. On a raté cette approche, altitude maintenue à 1500-2000 pieds. Soudain, le pilote transmet une nouvelle plus alarmante. On est à court de carburant. Avianca 052, vous en avez assez pour rallier l'aéroport? Avianca 052, répondez. Avianca 052, j'ai perdu votre signal radar. Le vol 052 s'est écrasé à Cove Neck, sur l'île de Long Island. L'avion n'a pas explosé car il était à court de carburant. Il s'est brisé en glissant sur le sol en pente avant de s'arrêter. 73 personnes ont perdu la vie et 85 ont survécu. Barry Trotter a travaillé pour le Conseil national de la sécurité des transports, le NTSB. D'après son équipe, les survivants auraient dû être plus nombreux. Beaucoup sont morts à cause d'une défaillance des sièges. Les ceintures de sécurité ont tenu, mais pas les sièges. Ils ont bougé et les passagers ont été projetés sur les personnes assises devant eux. Le fuselage a résisté et a protégé les passagers. Ce sont les sièges qui les ont tués. Les sauveteurs ont dit que toutes les ceintures de sécurité étaient bien attachées, mais les sièges ne sont pas restés arrimés au plancher, rendant caduc le système d'attache et de protection. Les gens ont volé avec leurs sièges. Ce n'est pas la première défaillance des sièges. 8 ans auparavant, Washington a connu la même horreur avec la chute du vol Air Florida 90 dans le fleuve Potomac. Les enquêteurs ont découvert que les victimes du crash n'ont pas été tuées par la collision de l'avion avec le pont et le fleuve. En réalité, elles sont mortes quand les sièges se sont décrochés. Au moment du crash de Cove Neck en 1990, l'aviation a connu une véritable révolution informatique. Mais en cabine, les passagers vivent toujours dans les années 50. Le règlement, qui date de 1952, exige que les sièges soient capables de résister à une force 9 fois supérieure à la gravitation. En phase de test, les sièges sont lestés d'un bloc de bois et tirés dans tous les sens avec une force de 9 G. Le problème de ce test, c'était qu'il était statique. En termes techniques, on appelle ça une charge statique, alors qu'un crash, c'est une charge dynamique. Dans les années 70, les ingénieurs effectuent des tests dynamiques, mais uniquement sur le fuselage. Il faut attendre 1981 pour que l'administration de l'aviation civile américaine, la FAA, se décide à effectuer des tests dynamiques sur les sièges. L'une des vidéos les plus spectaculaires qui illustre le problème des sièges 9G a été baptisée le Freddy volant. Cette vidéo met en lumière les défauts des sièges. Leurs pieds sont rigides et fixés sur un rail ultra léger. Sous la force de l'impact, le rail ondule. Tout s'enchaîne alors. Les pieds, fondus dans un acier fragile, sont incapables d'absorber l'énergie cinétique générée par le crash. Les sièges 9G sont obsolètes. Ils doivent pouvoir supporter une force plus importante. Des recherches ont été menées pour déterminer la force gravitationnelle exacte exercée sur les occupants d'un crash aérien non fatal en larguant des fuselages et en réalisant des tests d'impact contrôlés. Au centre de test de la NASA dans l'État de Virginie, les résultats indiquent que les passagers ainsi que le plancher de l'appareil peuvent survivre à des impacts allant jusqu'à 16 G.
La FAA se fixe un nouveau but et doit relever un défi encore plus grand. Concevoir un siège capable de glisser sur ce rail à la vitesse de 13 mètres par seconde et de résister à un arrêt brutal équivalent à un impact de 16 G. La structure des sièges devait être à la fois résistante et légère. Mais nous étions dans une impasse. Une fois la structure renforcée, elle devenait trop lourde et échouait au test dynamique. Les fabricants nous présentaient des prototypes. On les testait et à chaque fois, ils se décrochaient du rail et s'envolaient. Ces gens passaient des heures interminables à dessiner et redessiner des sièges qu'ils nous apportaient pour finalement les voir échouer misérablement. Les essais se poursuivent, mais la flotte mondiale vole toujours avec des sièges 9G, la norme standard depuis 1952. Enfin, en 1986, la recherche fait un bond en avant. Les chercheurs ont ajouté un goujon flexible à l'extrémité du pied. Lorsque le rail ondule, le pied pivote mais ne casse pas. Les pieds sont en fait en forme de C. En cas de crash, le pied arrière se tend tandis que le pied avant se comprime. Le siège se tasse et absorbe la majorité de l'énergie cinétique due à l'impact. Quand on a vu le siège tenir à 16 G, on était tous fous de joie. On s'est sauté dans les bras et on a ri comme des gosses. En 1987, les constructeurs installent les sièges 16G sur leurs nouveaux appareils. Mais il serait beaucoup trop cher d'en équiper l'intégralité de la flotte américaine. Deux ans plus tard, un Boeing 737 s'écrase sur une autoroute en Angleterre. Le Boeing était sorti de la chaîne de production il y a 4 mois. C'est un tel carnage qu'à la froide lumière du jour, on peine à croire qu'il puisse y avoir des survivants. 47 personnes ont été tuées, mais d'après les experts, la majorité des 74 survivants doivent leur vie au nouveau siège 16G. C'était le premier crash d'un avion équipé des nouveaux sièges 16G que nous avions nous-mêmes testés ici. Le vol Avianca 052, qui s'écrase à Cove Neck un an plus tard, est toujours équipé des anciens sièges. Les spécialistes estiment que des vies auraient pu être sauvées si l'avion avait été équipé des nouveaux sièges 16G. Il faudra attendre 2009 pour que ces derniers soient obligatoires sur tous les appareils. Los Angeles possède l'un des espaces aériens les plus fréquentés du monde. En 2008, en l'espace d'un mois, près de 60 millions de passagers sont arrivés en ville ou l'ont quitté par la voie des airs. On dénombre 25 aéroports sur une surface de 18 000 km², employant près de 300 contrôleurs aériens. Le 31 août 1986, le temps est clair et la visibilité de 22 km. À 11h46 du matin, la tour de contrôle de LX autorise la descente du vol Aéromexico 498. À son bord, 58 passagers et 6 membres d'équipage. 6 minutes plus tard, le TC-9 disparaît des écrans radars. Un amateur a photographié l'avion en pleine chute. Plusieurs tonnes d'aluminium et de pièces sont tombées de façon incontrôlable. Le DC-9 s'écrase sur Cerritos, une banlieue de Los Angeles. Il y avait des flammes et de la fumée partout. Les dégâts étaient gigantesques, c'était le chaos. Les secours font une macabre découverte. L'épave appartient à 2 avions. Dans la cour d'une école, ils découvrent le fuselage d'un petit monomoteur. 67 passagers et membres d'équipage ont perdu la vie, ainsi que 15 personnes au sol. Les enquêteurs doivent maintenant comprendre comment 2 avions ont pu se percuter par temps clair dans un espace aérien aussi surveillé. Deux avions se sont percutés en plein vol au-dessus de Los Angeles et les enquêteurs doivent trouver pourquoi.
En vérifiant les plans de vol, il découvre que le petit monomoteur a quitté un aéroport local 12 minutes avant le crash. Il est monté trop haut, est entré dans l'espace aérien de la tour de contrôle de LX et s'est placé sur la trajectoire du vol Aéromexico 498. La tour de contrôle ignorait sa présence. L'équipage du vol Aéromexico l'ignorait également. De toute évidence, le petit Piper pensait être en sécurité dans cet espace aérien, mais il se trompait et il a percuté l'autre avion. Tous les pilotes connaissent la règle de base pour éviter les collisions. On l'appelle voir et éviter. C'est une méthode très rudimentaire qui marche à peine une fois sur deux en simulateur. Les petits appareils sont très difficiles à repérer, surtout quand ils représentent une menace, car ils arrivent le plus souvent de front et sont à peine visibles. Ces deux avions survolent l'Arizona en fonçant délibérément l'un vers l'autre. On se rapproche de l'autre appareil. Il est à 27 km devant nous. Notre vitesse est d'à peu près 400 nœuds, un peu moins de 740 km/h. La vitesse combinée des deux avions est donc de 1400 km/h. Ils s'intercepteront dans une poignée de secondes. Ce n'est que maintenant que le copilote distingue l'autre appareil. Le voilà. Ils l'ont vu et n'ont que quelques secondes pour l'éviter. Il est à gauche. Si les pilotes n'avaient pas cherché à repérer l'autre avion, les deux appareils se seraient probablement percutés. L'œil humain distingue très mal les points à l'horizon. Quand on vole vers un autre appareil, le point reste immobile. Et il est très dur à repérer, même par temps clair. Il ne parle plus. Les chercheurs du MIT, l'Institut technologique du Massachusetts, ont étudié l'efficacité du voir et éviter. Lors de la catastrophe aérienne de Cerritos, les avions se rapprochaient à près de 300 nœuds. Ça signifie que pour pouvoir éviter l'autre avion, il fallait le repérer à 1,5 km de distance, soit environ 13 secondes avant la collision. À une telle distance, le Piper était gros comme une pièce de 1 centime placée à 12 mètres. Les inconvénients du voir et éviter deviennent évidents dans les années 50 avec l'accroissement de la vitesse des avions. En 1956, une collision en plein vol au-dessus du Grand Canyon tue 128 personnes. À l'époque, c'est la catastrophe aérienne la plus meurtrière de l'histoire et un avertissement brutal. C'est pourquoi la création d'un système anti-collision est lancée. Mais 6 mois plus tard, les chercheurs comprennent que cette quête restera impossible tant que la technologie ne se sera pas améliorée. À la fin des années 70, l'électronique aéronautique a beaucoup progressé. Les appareils sont équipés d'un transpondeur qui permet d'éviter les collisions en plein vol. Grâce aux signaux des transpondeurs et à des récepteurs au sol, la tour de contrôle connaît la position d'un avion, son altitude et son indicatif radio. Mais les transpondeurs ne sont pas infaillibles et les pilotes doivent être avertis par les aiguilleurs du ciel. En 1978, en approchant de San Diego, un 727 percute un petit avion. 137 personnes trouvent la mort. Touché par cette tragédie, John Andrews et son équipe au MIT mettent au point un système anti-collision baptisé TCAS. Ils souhaitent développer un système d'avertissement intégré au cockpit capable de signaler au pilote la proximité d'un autre appareil. Des heures et des heures de tests ont été effectués pour perfectionner le système et être certain de son bon fonctionnement une fois installé. John Andrews teste son prototype lors d'une reconstitution de la catastrophe de San Diego. On a équipé un 727 et un avion plus petit, exactement les mêmes modèles que lors du crash. Tous deux ont volé avec le TCAS afin de savoir si cet équipement électronique aurait pu permettre d'éviter l'accident. La réponse était oui. Le système était opérationnel et pouvait fonctionner avec les transpondeurs déjà en place. Le TCAS envoie un signal au transpondeur situé dans un rayon de 64 km. Les transpondeurs des avions alentours transmettent alors leur altitude, leur vitesse et leur indicatif radio.
Si deux appareils risquent de se percuter, le TCAS demande à l'un de monter et à l'autre de descendre. Mais ce système coûte très cher, 44 000 € pièce. Pendant un certain temps, beaucoup ont rechigné à dépenser une telle somme pour équiper les vols commerciaux. Cette technologie était considérée comme trop coûteuse. 8 ans plus tard, la collision aérienne au-dessus de Cerritos n'est pas sans rappeler la catastrophe de San Diego. L'accident tragique de Cerritos a largement contribué à faire sortir le TCAS du stade expérimental pour devenir un équipement utilisé quotidiennement. Après le drame de Cerritos, la FAA rend obligatoire le TCAS sur tous les gros appareils américains. En 1993, il est exigé sur tous les avions transportant plus de 30 personnes. Trafic. Aujourd'hui, chaque avion qui entre dans l'espace aérien américain se doit d'en être équipé. Le TCAS a sauvé un grand nombre d'appareils, y compris l'un de ceux que j'ai piloté. On aurait probablement percuté un petit avion au-dessus de la Floride sans l'avertissement du TCAS. J'ai volé pendant près de 20 ans avec le voir et éviter. Et 20 ans de plus avec le TCAS. C'est le jour et la nuit. Il nous arrive de rencontrer des pilotes. Et quand ils apprennent que nous avons travaillé sur le TCAS, très souvent, ils nous racontent comment notre système leur a sauvé la vie. Le 1er juin 1999, le vol American Airlines 1420 reliant Dallas à Fort Worth entame son approche finale à Little Rock, dans l'Arkansas. Alors que l'appareil se dirige vers la piste 4R, il traverse un orage. C'était la nuit. Il y avait un gros orage et l'avion était très en retard. Il a atterri sur une piste détrempée par la pluie avec un vent en rafale. Il a dû atterrir à une vitesse très élevée à cause des conditions météo. Il a dévié sur le côté, puis redressé. Il a quitté la piste à toute allure. On ne s'est pas arrêté, on a glissé. Une hôtesse nous a crié de nous accrocher. Il a voulu faire tourner l'avion et on a dérapé. Je me suis accrochée et j'ai prié pour revoir mes parents. La majorité des 146 personnes à bord a survécu. Mais le pilote et 10 passagers ont trouvé la mort. L'avion a fini sa course au bord de la rivière Arkansas. Les enquêteurs ont reconstitué les derniers instants du vol. L'avion a quitté la piste d'atterrissage à toute allure, puis il a percuté une passerelle et s'est brisé en 3 sections avant de prendre feu. D'après les enquêteurs, le pilote n'aurait pas dû tenter d'atterrir au beau milieu d'un orage de niveau 6, c'est-à-dire le degré maximal. L'accident est classé dans la catégorie dépassement de piste. La plupart de ces accidents ne font pas les gros titres. Ce sont des non-événements qui se résument à un avion coincé dans la boue. Pourtant, les dépassements de piste arrivent plus souvent qu'on ne le croit. Rien qu'aux États-Unis, on en compte un tous les 10 jours, aussi bien au décollage qu'à l'atterrissage. Ils sont responsables d'un quart des décès de l'aviation. Le vol Southwest Airlines 1455 a fait une sortie de piste en atterrissant à Burbank en Californie et s'est arrêté juste devant une station-service. Les autorités fédérales déclarent qu'il devrait y avoir plus de 25 mètres entre un 737 en accélération et un quartier très peuplé. La FAA recommande une zone de sécurité de 300 mètres supplémentaires en bout de piste. Mais la plupart des aéroports américains ont été construits avant l'ère des réacteurs, pour des avions à hélice qui avaient besoin de moins d'espace pour décoller et atterrir. Les aéroports les plus anciens n'ont d'ailleurs pas la place de s'agrandir. C'est le cas de Little Rock, l'un des plus vieux aéroports des États-Unis. La zone de sécurité de la piste 4R ne mesure que 140 mètres, soit moins de la moitié de ce que recommande la FAA. L'aéroport international JFK de New York est encore plus limité, car il est bordé d'eau sur 3 côtés.
Le 28 février 1984, un DC-10 quitte la piste 4 et termine sa course dans la Jamaica Bay. Les 177 passagers et membres d'équipage ont miraculeusement survécu. Pam Phillips est responsable de l'exploitation aéronautique à JFK. Après ce dépassement de piste, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour faire avancer les recherches et trouver des solutions nouvelles, jamais envisagées jusqu'ici. Il faut trouver un moyen de stopper les avions rapidement et sans danger avant leur sortie de piste. Les chercheurs se tournent d'abord vers les porte-avions, le seul endroit où cette méthode est employée quotidiennement. Le système d'appontage peut stopper un avion militaire volant à 350 km/h en seulement 180 mètres. Les avions de l'aéronavale sont conçus pour absorber le choc colossal que cela génère. Mais les avions de ligne sont radicalement différents. Avec un arrêt aussi brutal, l'appareil serait endommagé et les passagers blessés. Les chercheurs vont devoir inventer un tout nouveau système. Après un crash à l'aéroport JFK de New York en 1984, les scientifiques cherchent un moyen sûr d'immobiliser les avions pour éviter les dépassements de piste. Le système d'appontage des porte-avions a d'abord été envisagé, mais si un avion de ligne est brutalement arrêté, une grande partie de son énergie cinétique rebondit et provoque des dégâts sur l'appareil et ses occupants. Ce qu'il faut, c'est un matériau qui puisse absorber cette énergie cinétique et arrêter l'appareil de manière contrôlée. La FAA s'intéresse tout particulièrement à ce qu'on appelle la mousse phénolique. Elle est légère, rigide et écrasable. Ce n'est pas la mousse rose à laquelle on pense pour isoler sa maison. C'est une mousse ferme qui ressemble à celle qu'utilisent les fleuristes pour planter des fleurs. Le problème, c'est que cette mousse est inflammable. En cas d'accident et de fuite de carburant, la mousse pourrait absorber le kérosène et alimenter un incendie. C'est un échec, mais les scientifiques n'abandonnent pas pour autant l'idée de la mousse. Ils se tournent alors vers un béton mousse, un béton spécial mélangé à du savon liquide qui emprisonne les bulles d'air. Il est solide, mais beaucoup plus léger que le béton normal et ininflammable. On pensait vraiment être sur la bonne piste avec ce matériau cellulaire. Il est résistant, mais par certains côtés, il est aussi très fragile. Ce béton est suffisamment solide pour résister au souffle des réacteurs jusqu'à 185 km/h, ainsi qu'aux écarts extrêmes de température que connaissent les pistes nord-américaines. D'après les simulations informatiques, il est aussi suffisamment fragile pour céder sous le poids d'un avion. En s'écrasant, le béton mousse absorbe l'énergie de l'avion et le ralentit progressivement. C'est comme essayer de faire du vélo dans du sable. Les enquêteurs pensent avoir trouvé la solution, mais il faut d'abord la tester. Le premier essai a été réalisé en mai 1996 avec un lit de béton de 116 mètres de long et de 12 mètres de large. Nous avions emprunté à la FAA un Boeing 727. L'avion roule à 80 km/h. Quelques employés étaient à bord. Le 727 atteint le lit de béton mousse. Le train d'atterrissage absorbe le choc. Les 40 tonnes de l'appareil sont rapidement immobilisées. Le plus étonnant, c'est que l'avion s'est arrêté 5 mètres plus tôt que ce que notre ordinateur avait calculé. Tout le monde était fou de joie. Il s'était arrêté comme prévu. On ne pouvait pas rêver mieux. Ce système d'arrêt d'urgence est baptisé IMAS. Quelques mois plus tard, le premier lit IMAS est installé au bout de la piste 4 à l'aéroport JFK. Le 8 mai 1999, Pam Phillips reçoit un appel.
C'était le jour de la fête des mères. Il pleuvait et il faisait gris. Je n'oublierai jamais ce coup de téléphone. Un Saab à turbopropulseur a atterri trop long et a été arrêté par le lit IMAS. J'ai foncé à JFK. Personne n'était blessé et l'avion n'était pas endommagé. Tout s'est passé comme les tests l'avaient prévu, sans le moindre problème. 4 ans plus tard, le lit IMAS immobilise un avion cargo MD-11. Puis en 2005, le matériau réussit son plus gros exploit en stoppant un 747 de 300 tonnes qui fonçait à 125 km/h. À ce jour, il a été installé dans 30 aéroports américains, y compris la piste 4R de Little Rock. IMAS est sans nul doute le dispositif de sécurité le plus révolutionnaire qu'ait connu l'aviation civile au cours de ces 20 dernières années. C'est une certitude. Le 2 septembre 1998, le vol Swissair 111 à destination de Genève transporte 229 personnes. Il survole le Canada à 10 000 mètres d'altitude. Le contrôleur aérien Bill Pickrell a bientôt fini sa journée de travail. À 22h15 heure locale, on a appris qu'un vol de la Swissair était dévié vers Halifax pour effectuer un atterrissage de précaution. Swissair 111, déclarons panne. Il y a de la fumée dans le cockpit. Demandons déroutement immédiat. Un panne est un signal d'urgence dont la gravité est moins élevée que celle d'un signal de détresse. Il ne pensait pas que c'était grave, mais l'avion s'apprêtait tout de même à survoler l'Atlantique Nord. Des précautions doivent être prises avant l'atterrissage. On doit larguer du kérosène. Peut-on le faire dans cette zone pendant la descente? Pouvez-vous faire demi-tour vers le sud ou voulez-vous rester plus près de l'aéroport? Stand-by, un instant. Il n'y avait aucune urgence dans la voix du pilote. Nous ne pouvions pas deviner que la situation à bord s'aggravait. Nous sommes entre 12 000 et 5 000 pieds. Déclarons urgence à 0124. Swissair 111, check, vous pouvez larguer le kérosène. La réponse du pilote est brutalement interrompue. Sans contact radio, Bill Pickrell ne peut que fixer son écran radar, tandis que l'avion vole de manière erratique vers la mer, avant de disparaître. Pendant les 5 ou 6 minutes qui ont suivi, je me suis senti totalement impuissant. Je craignais le pire, j'étais certain qu'il était tombé dans l'eau. Le vol Swissair 111 a plongé dans l'océan Atlantique à 10 km des côtes de la Nouvelle-Écosse. J'ai entendu un gros boom au-dessus de la maison. Pas comme une explosion, mais plutôt comme le bang d'un avion. Ça a secoué les fenêtres. Les habitants se précipitent au secours des passagers. Larry Vance de la TSB, la sécurité des transports canadiens, regarde les informations à la télé. Ils ont fait un flash spécial. J'ai dit à ma femme qu'on allait sûrement m'appeler. Alors j'ai attendu près du téléphone. Une enquête est immédiatement ouverte. L'équipe d'investigation est basée à Peggy's Cove, un village de pêcheurs. L'humeur était plutôt morose. Nous avions 200 corps dans l'océan. C'était la plus grosse enquête que la TSB ait lancée et à laquelle nous ayons participé. Les boîtes noires sont rapidement retrouvées, mais elles ne révèlent rien. Sans qu'on sache pourquoi, les enregistrements ont été interrompus 6 minutes avant le crash. La clé du mystère repose désormais au fond de l'océan. L'avion s'est brisé en 1000 morceaux au contact de l'eau. Chaque pièce du puzzle doit être retrouvée, remontée et examinée. Mais l'épave repose par 55 mètres de profondeur. Cette gigantesque opération coûte plus de 22 millions d'euros. Au bout de 15 mois, 98% de l'appareil a été repêché. Chaque morceau est minutieusement lavé, classé et examiné dans un hangar.
Mais le premier indice réside dans les paroles du pilote. Il y a de la fumée dans le cockpit. Demandons déroutement immédiat. Les restes de l'épave sont calcinés. On a retrouvé du plastique fondu dans le cockpit. Les commandes ont brûlé et les câblages ont été détruits. De toute évidence, un grave incendie s'est déclaré à bord. Et c'est vraisemblablement la raison pour laquelle les enregistreurs de données ont arrêté de fonctionner 6 minutes avant le crash. Afin de trouver l'origine de l'incendie, l'équipe reconstitue les 9 mètres de l'avant de l'appareil. On a reconstruit l'avion sur une armature afin de visualiser l'étendue des dégâts causés par l'incendie. Nous voulions savoir où il avait commencé et jusqu'où il s'était propagé. Les enquêteurs découvrent que l'incendie s'est déclaré au-dessus du cockpit, dans une zone surnommée le grenier. Un incendie caché est ce qui peut arriver de pire à bord d'un avion. S'il n'est pas détecté, et à moins qu'il ne s'éteigne tout seul pour une raison quelconque, les flammes vont se propager dans l'appareil et finiront par provoquer sa chute. Si le feu s'est déclaré dans le grenier, l'incendie est probablement d'origine électrique. 230 km de câbles courent dans tout l'appareil. Et le grenier renferme des milliers de fils. Après 4 ans d'enquête, la source de l'incendie est enfin identifiée. Le coupable est un câble électrique de 15 cm appartenant au système de divertissement du bord. Les enquêteurs pensent que ce fil a frotté contre un support métallique. Un arc électrique, provoqué par le cuivre mis à nu, a déclenché l'incendie. Les flammes ont détruit les câbles électriques reliés aux instruments de vol, entraînant la chute de l'avion dans l'océan. Le seul matériau à proximité des câbles était la couverture isolante de l'avion, pourtant censée être ininflammable. Les enquêteurs examinent alors le revêtement ignifuge qui recouvre la couverture, du mylar métallisé. Les tests de normes industrielles, comme celui-ci, montrent que lorsqu'il est exposé aux flammes, le revêtement rétrécit, mais ne brûle pas. Mais le test est remis en question. En effet, plusieurs rapports signalent que le mylar métallisé est bien inflammable. La FAA met alors au point un test plus rigoureux qui reproduit de manière beaucoup plus réaliste l'incendie d'un avion. On appelle ça un essai au panneau radiant. Les résultats sont alarmants. Nous étions très inquiets. Nous avions peur qu'il y ait d'autres incidents. C'est pourquoi la FAA a fait passer une consigne de navigabilité exigeant le retrait du mylar métallisé de plus de 700 appareils. Le mylar métallisé est retiré de tous les avions. Les scientifiques lui cherchent alors un remplaçant qui ne brûlera pas. Ils découvrent un matériau baptisé Kapton, dérivé de l'isolant utilisé pour les fils électriques. Sa composition chimique produit un résidu charbonneux lorsqu'il est exposé à la chaleur. Ce résidu lui permet de résister aux flammes. C'est lui qui empêche le matériau de prendre feu et de brûler. Le Kapton réussit haut la main le test du bec benzène et du panneau radiant. Mais pour ne prendre aucun risque, la FAA lui fait subir l'essai ultime. 15 secondes sous une flamme à 980 degrés. À pareille température, l'avion fondrait littéralement. Ce qui compte, c'est qu'une fois la flamme éteinte, le feu ne se propage pas et s'éteint de lui-même immédiatement. Ce matériau remarquable qui tapisse le fuselage des avions garantit que l'horreur d'un incendie caché ne se reproduira plus jamais. Il est 18h à l'aéroport international de Los Angeles, l'heure la plus chargée pour la tour de contrôle. Le 2 février 1991, le vol US-Air Unité 493 arrive de Syracuse, dans l'État de New York. Lors de son approche finale, le pilote demande l'autorisation d'atterrir. USR Unité 493, direction ouest, piste 24 gauche. USR Unité 493, autorisation d'atterrir, piste 24 gauche.
La visibilité du pilote est fortement réduite par le soleil couchant. Soudain, Qu'est-ce que c'est? à leur arrivée, les services d'urgence font une découverte ahurissante. Les pompiers ont découvert au bout de 4 minutes qu'un second avion était impliqué dans l'accident. Ils ont compris que l'hélice ne pouvait pas appartenir au 737. Et ils sont retournés chercher les restes de l'autre avion. L'hélice appartenait à un turbopropulseur de SkyWest qui attendait sur la piste 24 gauche l'autorisation de décoller. Les 12 personnes qu'il transportait ont été tuées, ainsi que 22 passagers à bord du 737. John Cox se rend rapidement sur les lieux pour enquêter. Le 737 était très endommagé par la collision et l'incendie qui a suivi. L'autre avion était écrasé sous le Boeing. C'était une scène particulièrement difficile. Les contrôleurs aériens étaient au courant de la présence des deux avions. John Cox et son équipe doivent donc découvrir comment une telle tragédie a pu avoir lieu. Au mois de février 1991, 2 avions se sont percutés sur une piste de l'aéroport de Los Angeles. L'enquête du NTSB ne tarde pas à découvrir la cause de l'accident. On en a conclu que c'était la faute de la contrôleuse aérienne. Elle a oublié qu'elle avait demandé au petit appareil de SkyWest de patienter sur la piste. Il lui est sorti de l'esprit. USR Unité 493, autorisation d'atterrir piste 24 gauche. À certains moments de la journée, les contrôleurs aériens ont parfois l'impression que leur tête va exploser. Dans les aéroports très fréquentés, ils peuvent facilement oublier la position de certains de leurs avions. Les aiguilleurs du ciel ont pour mission de maintenir une distance de sécurité entre les avions. Les pistes sont les endroits les plus dangereux. Lorsqu'un avion est en approche ou qu'il s'apprête à décoller, la piste devient un lieu sacré sur lequel aucun autre véhicule n'a le droit de pénétrer. Lorsque ce lieu sacré est violé, la catastrophe survient. En mars 1977, 2 747 se sont percutés sur une piste de l'aéroport de Tenerife aux îles Canaries. 583 personnes ont trouvé la mort dans ce qui reste à ce jour la plus grande catastrophe aérienne de l'histoire. Un épais brouillard a entraîné des erreurs de communication entre les pilotes et les contrôleurs aériens, une erreur humaine que la technologie n'a pas détectée. Contrôler le trafic aérien est l'un des métiers les plus difficiles au monde. Cette piste est fermée, dirigez-vous. Allez à gauche, bravo, pour laisser la place à... Un 777 arrive, allez à gauche, bravo. Les contrôleurs des grands aéroports, comme celui de New York, peuvent gérer jusqu'à 100 vols par heure. Depuis les années 50, la majorité de ces aéroports sont équipés de radars qui surveillent le trafic. Les radars au sol émettent des ondes radio renvoyées par les avions. Leur position peut ainsi être surveillée par la tour. Mais les contrôleurs doivent manuellement associer chaque écho-radar avec l'indicatif radio de chaque avion. C'est un travail fastidieux. Par ailleurs, les signaux peuvent être déviés par une forte pluie, la neige ou le brouillard. Les radars de surface avec lesquels nous travaillons ont leurs limites. Il y a parfois des interruptions de transmission ou des faux signaux. Mais une équipe basée à Syracuse dans l'État de New York a trouvé une solution. Un équipement de détection de surface baptisé ASDX. Lorsqu'un avion traverse l'aéroport, son transpondeur envoie des données telles que l'indicatif radio du vol. Des capteurs situés le long des pistes reçoivent ce signal, permettant au système de suivre en permanence le déplacement de l'avion. Il n'existe aucun angle mort et les capteurs fonctionnent quelle que soit la météo. Les données sont transmises à la tour de contrôle et affichées sur l'écran du ASDX. Celui-ci montre en permanence la progression du trafic sur le plan de l'aéroport.
les contrôleurs peuvent rapidement empêcher les collisions. Nul besoin d'identifier manuellement les avions, car le système affiche automatiquement les indicatifs radio de chaque vol. Lorsque les avions roulent sur les pistes, des lignes vertes indiquent aux contrôleurs de bloquer le reste du trafic. Une fois le danger passé, ils peuvent à nouveau diriger les appareils vers ces pistes. Le système ASDX a récemment été installé à JFK et aujourd'hui, ils vont en avoir grand besoin. Un 757 procède à un atterrissage d'urgence après avoir signalé la présence de fumée dans le cockpit. Contact au sol à 121,9, mais ils veulent inspecter l'appareil. Dans le pire des cas, ils vont déployer les toboggans et on aura des gens partout. Je ne veux aucun avion sur Alpha et Bravo. Personne. Si les passagers doivent être évacués, les aiguilleurs risquent de devoir fermer des pistes. Lorsque c'est le cas, l'écran l'indique par une croix. Et si un avion approche de cette piste, ASDX émet une alerte sonore. Selon les scénarios, les avertissements vont de 15 secondes à moins de 10 secondes. Mais il faut bien comprendre que moins de 10 secondes peuvent suffire à éviter le pire. ASDX peut fortement réduire les risques qu'une tragédie comme celle du vol US-Air Unité 493 se reproduise. En 2009, 17 aéroports américains sont équipés de ce système, y compris LX. Et aucun n'a eu à déplorer de collision sur les pistes. Les chercheurs de chez Boeing développent un nouveau système anti-collision, cette fois-ci pour le cockpit. Voilà un 777. Ces pilotes le testent en simulateur dans le brouillard de l'aéroport international de San Francisco. Il va décoller devant nous. Ils s'engagent sur la piste 19 gauche et attendent l'autorisation de décoller. Boeing 001 demande autorisation de décollage. Mais il y a un problème. J'attends toujours mon autorisation de décoller. Et juste derrière moi, je vois un avion qui s'apprête à atterrir. Il est à 3 km/h. Tour de contrôle ici, Boeing Unité. Un avion va atterrir piste 19 gauche. Devons-nous nous écarter? On a perdu le contact, commandant. Il est trop près à mon goût. Ici, Boeing Unité. Un avion arrive derrière nous, nous quittons la piste. Il est à 1 km, commandant. 800 mètres. Il se rapproche. Il est tout près. Sans l'avertissement du système, la tragédie n'aurait pas pu être évitée. Aujourd'hui, les collisions sur les pistes ou en plein vol, les incendies cachés et les dépassements de pistes sont évités grâce à des décennies d'innovation technologique. Alors que le transport aérien réduit constamment les distances, des scientifiques continuent de développer de nouvelles technologies pour rendre le ciel encore plus sûr.